Bonjour, bon après-midi, mesdames et messieurs, chers participants à ce webinaire du Airfix. C'est un réel plaisir de vous savoir tous connectés pour ce rendez-vous de partage, d'internalisation des questions liées à l'institutionnalisation de l'évaluation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de modérer en substitution à notre collègue Nathalie, qui a eu des contraintes de dernière minute, mais soyez rassurés, elle vous a mis en de très bonnes mains, non seulement les miennes pour conduire, faciliter ce webinaire, mais également et surtout dans les mains, dans l'expérience et dans la grande intelligence de M. Abdoulaye Gounou, que je m'en vais vous présenter. Et après sa présentation, je vais l'inviter à nous donner le contenu de son message, de ses années d'expérience en matière d'institutionnalisation de l'évaluation, avant de vous donner aussi la possibilité de pouvoir interagir avec notre éminent présentateur intervenant du jour. Sans donc plus tarder, au regard de l'heure qu'il est, je voudrais apprécier déjà les efforts du réseau francophone international en conseil scientifique pour avoir su identifier un présentateur de Rovol. Il s'agit de M. Abdoulaye Gounou, qui est un professionnel senior en matière de suivi et évaluation des politiques publiques. M. Gounou est actuellement le directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale au Bénin. Au-delà de cela, veuillez noter qu'il est l'une des figures les plus influentes de l'écosystème de l'évaluation et de l'utilisation des données probantes sur le continent africain et dans la francophonie globale. Monsieur Gounou, avant d'être à ce niveau de leadership, d'accord, il a été successivement le chef du bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale au cabinet du président de la République du Bénin. Il a, entre autres, été aussi le directeur général de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de l'évaluation des politiques publiques, de la promotion de la bonne gouvernance et du dialogue social au Bénin. Et toujours dans sa carrière pour en arriver là où il est aujourd'hui pour échanger avec nous, il a été conseiller technique à la promotion du secteur privé au cabinet du ministre du Développement, de l'Économie et des Finances. Vous constatez avec moi que le Airfix a vraiment bien fait de nous aider à localiser et mobiliser un tel intervenant. Veuillez noter pour finir que M. Gounou est titulaire d'un diplôme professionnel approfondi en administration et gestion des projets de l'Université internationale de langue française Senghor d'Alexandrie en Égypte. Il dispose également d'une maîtrise en droit privé de l'Université nationale du Bénin et d'un certificat en analyse et projection financière de l'Institut économique de Boulder à l'Université de Denver dans le Colorado aux États-Unis. M. Gounou a animé bon nombre de panels. Il est intervenu dans un certain nombre d'événements à portée internationale et il me plaît d'indiquer pour terminer qu'il est co-initiateur des programmes régionaux en évaluation tels que Twindembele, qui est un programme entre le Bénin, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le programme WASI, qui est un programme ouest-africain de renforcement des capacités en évaluation d'impact qui couvre les pays de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest. Monsieur Gounou, merci d'avoir accepté l'invitation du Airfix et merci de vous être tenu prêt pour échanger avec nous sur la question de l'institutionnalisation de l'évaluation et de l'utilisation des données issues de la science. C'est donc un réel plaisir pour moi de vous laisser à présent le micro pour que vous puissiez nous entretenir pendant les 20 prochaines minutes. À vous, M. Gounou.
Merci, Monsieur Deo. Merci d'avoir accepté aussi d'être le modérateur de ces échanges que nous sommes en train d'avoir en ce moment. C'est toujours un plaisir de servir la cause de l'évaluation et je remercie Mathieu pour m'avoir identifié pour nous entretenir cet après-midi ou ce matin, dépendant de là où nous nous trouvons, sur cette question éminemment importante. Euh, D'entrée, quand on parle de l'évaluation, j'aborde ou j'aime aborder la question sur deux angles. Le premier angle, c'est de dire, bon, l'évaluation, nous allons la pratiquer comme activité dans nos différentes institutions. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons qu'une action soit, qu'elle soit publique ou privée, soit déroulée. Et à la fin, nous évaluons nos progrès pour nous assurer que nous avons bien fait ou que nous avons mal fait ou que les résultats sont même mitigés. Donc, cette façon d'appréhender l'évaluation, pour moi, c'est une activité. C'est une activité que nous réalisons. Le deuxième angle, c'est de dire, bon, écoutez, on peut le faire comme ça, mais on peut le faire autrement lorsqu'on aborde la question de l'évaluation. Et c'est cette deuxième façon d'aborder l'évaluation qui, ma foi, nous réunit cet après-midi. C'est de dire que, bon, l'évaluation ne va pas être considérée comme une activité ponctuelle, mais plutôt un processus qu'on met en place pour nous assurer qu'à la fin, toutes les parties prenantes, tous les acteurs dans un écosystème comprennent le mouvement et comprennent chacun en ce qui le concerne son rôle et ses responsabilités pour que l'évaluation en tant qu'activité in fine et prenne tout son sens et toute sa subsistance. Donc, cette deuxième façon d'aborder l'évaluation est appelée l'institutionnalisation de l'évaluation. Et donc, et qui prend une dimension, une allure plus institutionnelle qu'une simple activité d'évaluation que l'on peut conduire à l'issue de la mise en œuvre d'une initiative ou d'une intervention, quelle qu'elle soit, publique ou privée. Et donc, mais pour aller dans l'institutionnalisation, c'est-à-dire mettre en œuvre cette deuxième dimension d'appréciation de l'évaluation, il y a des prérequis. Il y a des prérequis, il y a des fondamentaux dont il faut disposer pour s'assurer que, évidemment, on peut aborder l'institutionnalisation de l'évaluation en toute sérénité. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, quand vous regardez, j'ai structuré mon intervention de cet après-midi autour globalement de 8 points. Le premier, c'est parler des fondamentaux qui permettent d'institutionnaliser l'évaluation. Rappeler pourquoi on a besoin de l'évaluation et de son institutionnalisation en termes de production de données probantes et de leur utilisation. Et je vais présenter brièvement, pour ce qui est du cas du Bénin, comment cette institutionnalisation s'est opérée dans le temps pour faire de l'évaluation au Bénin, du système national de l'évaluation au Bénin, un système robuste. Et qu'entendons-nous par robustesse d'un système? Et je vais parler un peu de quelques résultats que le processus a permis au Bénin d'engranger en passant par les contraintes et les limites du modèle que nous avons développé. Et je sortirai rapidement avec les perspectives pour donner quelques indications à ceux qui voudraient un jour emprunter le même sentier. Donc, très rapidement, euh, l'expérience béninoise, il faut le noter, est intéressante, hein, non pas parce qu'elle serait parfaite. Évidemment, ça ne peut pas être parfait parce que c'est une entreprise humaine. Et donc, nous y allons avec nos forces et nos faiblesses et nous saisissons des opportunités
qui se présentent et nous essayons de gérer les menaces qui tournent autour. Mais cette expérience est utile parce qu'elle montre comment un pays africain peut institutionnaliser l'évaluation en l'adaptant à ses propres contraintes politiques, administratives et budgétaires. Et donc, c'est ça qui est important parce que l'institutionnalisation de l'évaluation ne se fait pas ex nihilo, ça se fait dans un contexte, dans un environnement. Et le modérateur le disait tantôt, il parlait de l'écosystème. Évidemment, l'institutionnalisation se fait dans cette dimension, dans ces perspectives. Et effectivement, pour ce qui est du Bénin, cette institutionnalisation a pris corps en tenant compte, n'est-ce pas, de ce contexte-là, qui peut être à la fois politique, qui peut être administratif, et qui peut être budgétaire et plein d'autres encore. Mais c'est le plus important. Alors, les fondamentaux pour y aller, je les appelle ici les éléments clés pour un système national d'évaluation. Et ces éléments clés touchent les parties prenantes et leurs responsabilités et le rôle qu'elles peuvent jouer à l'intérieur de ce système qu'on est en train de bâtir. Donc, l'institutionnalisation, de ce fait, repose sur un système. Et donc, on n'institutionnalise pas en solo, on ne peut pas le faire, on le fait à plusieurs. Et donc, on identifie ceux qui peuvent accompagner, on les responsabilise en définissant leur rôle et on les laisse jouer et pour nous assurer que tout ceci fonctionne comme un système. Mais pour qu'on en arrive là, on a besoin d'un corps de responsabilité et d'acteurs. Alors, le premier, c'est avoir la vision pour ça. Et on ne se lève pas parce que, bon, le voisin d'à côté parle de d'évaluation et donc, du coup, ça m'intéresse, moi aussi, je vais faire l'évaluation. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On y va parce qu'il y a une volonté puissante qui est derrière. Et cette volonté, elle découle d'une vision que les dirigeants, les responsables ont du devenir de leur organisation, de leur institution. Et à partir de ce moment, cette vision se manifeste et est portée par un leadership avéré. Alors, pour ce qui est du Bénin, et ça va être pareil pour n'importe quel État africain ou dans le monde, ou n'importe quelle organisation ou institution, il faudrait que les responsables, les premiers responsables, aient une volonté bien affichée de mettre en place un système d'évaluation pour accompagner la gouvernance globale de l'institution, de l'État ou de n'importe quoi. Donc, cet élément, il est important. Et c'est le point de départ. En l'absence de cet élément, ce n'est même pas la peine d'envisager cette aventure parce que ça va être périlleux, ça va être sans réponse et ça va être sans moyens. Donc, à partir de ce moment, ça va être très vain de parler d'une institution. Donc, premier élément clé pour ce processus, c'est de disposer dans l'écosystème, dans l'environnement, d'une volonté, d'un leadership affiché et d'une vision bien éclairée. Le deuxième élément, c'est de disposer d'un environnement qui soit favorable pour accueillir l'expression de cette vision et accompagner ce leadership qui a été affiché. Alors, et cet environnement, pour ce qui concerne les pays africains, globalement, cet environnement, c'est d'abord l'administration, les administrations publiques qui mettent en œuvre la vision et accompagnent le leadership de leurs dirigeants. Donc, cette administration doit être en mesure d'accompagner et d'opérationnaliser sur le terrain cette volonté affichée, cette vision annoncée par les leaders. Et donc, troisièmement, ces deux éléments constituent ce que, dans le processus d'institutionnalisation, nous appelons la volonté politique favorable pour changer ou faire bouger les lignes. Et donc, cette volonté politique forte qui doit être manifeste, qui doit être affichée, et donc est en fait la traduction du leadership, de la vision et d'un environnement administratif, politique et budgétaire favorable pour accompagner ça.
Alors, une fois que nous avons ces éléments, eh bien, on peut regarder, envisager avec sérénité comment, à partir de ce moment-là, on fait de la production à la fois scientifique, à la fois en évaluation, parce qu'on a un terreau qui est favorable pour accompagner, n'est-ce pas, ce processus. Et à partir du moment où vous avez la capacité de produire des données à travers des évaluations, à travers la recherche scientifique et à travers toute autre source de production d'informations probantes, c'est-à-dire même des données administratives, à partir de ce moment-là, vous pouvez envisager développer au niveau du pays, au niveau de l'organisation ou de l'institution, vous pouvez développer ce qu'on appelle la demande en ces informations-là et pendant que, en même temps, vous avez eu les moyens de produire les mêmes informations. Donc, voilà comment ça fonctionne et ces deux derniers éléments ne sont possibles que lorsque vous avez une infrastructure qui est derrière et qui accompagne tout ce processus. Donc ça, c'est des fondamentaux clés que lorsque vous voulez développer un système, qu'il soit un système pour une organisation ou pour une institution, ou même tout simplement un système national, lorsqu'il s'agit des États, eh bien, c'est des choses qu'il faut d'abord essayer de mettre en place ou tout au moins vous assurer qu'elles existent. Si elles n'existent pas, c'est le travail préliminaire qu'il faut faire. Et donc, euh, maintenant que vous avez ça, on ne produit pas n'importe comment les informations pour aider à prendre des décisions publiques. Alors, ces informations, elles sont souvent calibrées puisqu'elles sont recherchées à des fins bien connues. Donc, c'est pour ça, j'ouvre une petite fenêtre rapidement ici pour dire que en matière de données probantes pour aider à la prise de décision, il y a que nous avons catégorisé, on a fait une typologie de ces informations et en fonction de la typologie de l'information, on saura quel est le dispositif approprié pour émerger, n'est-ce pas, ce type d'informations. Les premières informations, la première typologie d'informations dont nous avons besoin en tant qu'État ou en tant qu'institution ou organisation pour prendre les décisions, c'est les données administratives et statistiques. Ces données administratives et statistiques permettent, donnent déjà l'alerte sur le comment du déroulement des choses. Et à partir de ce moment, donc, c'est des informations qui nous viennent. Bon, j'ai pris un exemple ici pour illustrer. Hein. J'ai pris le secteur de l'environnement. J'aurais pu prendre l'agriculture, j'aurais pu prendre l'éducation, j'aurais pu prendre n'importe quoi pour illustrer cela. Donc ici, l'exemple que j'ai pris, c'est celui de l'environnement. Et donc, les données administratives pour ce qui est de l'environnement, ça peut être des données sur la contamination chimique, par exemple, des sols, des eaux, etc., etc. Et donc, les administrations en charge de ce secteur suivent et traquent et émergent des informations sur la qualité, n'est-ce pas, des sols, la qualité des eaux, etc., etc. Et donc, ce n'est qu'un exemple. J'aurais pu prendre en éducation. En éducation, ça pourrait être quel est le taux de fréquentation des enfants, quel est le taux de fréquentation des jeunes filles comparé à celui des garçons, ainsi de suite. Donc ça, c'est des informations dont on a besoin pour prendre hein, des décisions publiques. Donc, deuxièmement, il y a que on peut utiliser les données qui nous viennent des citoyens, parce que les citoyens regardent ce que vous faites en tant que dirigeant, en tant que leader. Et donc, il y a la société civile, il y a les organisations de la société civile qui vous regardent et qui, de leur position, émergent un certain nombre d'informations sur le comment vous dirigez la nation, les sociétés, etc. Donc, ces données provenant des citoyens sont aussi des sources d'inspiration pour prendre les décisions. À partir de là, il y a des données qui deviennent plus ou moins bien structurées, bien organisées avec des méthodologies un peu plus éprouvées, plus élaborées, qui sont des données provenant de nos différentes évaluations. Et donc, à ce niveau,
il faut disposer, pas des citoyens, pas seulement de l'administration, mais d'un système national de l'évaluation qui porte cette dimension de production de données. Et à la fin, vous avez les informations qui nous viennent de la recherche scientifique, tout simplement. Et donc, à ce niveau, ça, c'est les universités qui rentrent en scène et avec les chercheurs et qui utilisent des moyens beaucoup plus élaborés, beaucoup plus structurés pour produire des informations de qualité supérieure dans le champ des données probantes. Donc, dépendant de type d'informations qu'on cherche pour alimenter une intervention publique, une décision publique, vous comprenez que à partir de ce moment-là, il y a une organisation spécifique qui doit être mise en place. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de l'intervention de ce jour. Alors, pour ce qui est de l'administration béninoise, donc du gouvernement du Bénin, eh bien, le pays s'est organisé pour structurer la production de cette information, qu'elle soit administrative, qu'elle soit de sources administratives, de sources universitaires, donc recherche, ou de sources évaluation avec la production de données d'évaluation, eh bien, le pays a décidé de s'organiser de façon à ce que les différents acteurs appropriés par rapport au type d'informations souhaitées soient mis ensemble dans un cadre unique qu'au Bénin, nous avons appelé le système national de l'évaluation. Alors, donc, il y a quelques dates clés que je voudrais partager avec vous ici dans ce processus. La première date, c'est que le pays a s'est réveillé, a pris conscience de la nécessité de données probantes pour nourrir les processus décisionnels parce que veut rationaliser un certain nombre de ressources. Parce que là, qu'il s'agisse des hommes, qu'il s'agisse du matériel ou encore plus de l'argent, eh bien, toutes les ressources de plus en plus deviennent rares. Et donc, il faut privilégier la rationalisation de l'utilisation de ces ressources-là. Et donc, le pays a décidé qu'il faut créer un environnement qui permette de traquer ces ressources et de mieux organiser leur allocation pour les rendre beaucoup plus optimales en termes de résultats et en termes d'impact sur la population. Donc, à partir de 2007, le Bénin s'est engagé, n'est-ce pas, dans le processus de rationalisation de ses ressources à travers l'organisation de l'administration et de tous les acteurs au niveau national dans un système unique qui permette de promouvoir cette nouvelle dynamique affichée par le gouvernement. Et donc, effectivement, cela s'est fait à travers ce que nous avons appelé une étude globale nationale pour voir quelles sont les capacités dont nous disposons si nous avons envie d'institutionnaliser l'évaluation, d'envie de bâtir un système national d'évaluation qui identifie les acteurs, qui identifie leur rôle et responsabilités et qui identifie les règles et les mécanismes qui permettent à tous de fonctionner dans un cadre harmonisé pour produire des informations de bonne qualité, hein, référencées pour nourrir les décisions. Et donc, on a fait cette étude et cette étude a émergé un certain nombre d'informations sur lesquelles nous avons bâti, n'est-ce pas, le système national. Et ce système, il a été fait étape par étape. Voilà pourquoi nous parlons d'institutionnalisation, parce que ça ne s'est pas fait en un seul jour. Ça s'est fait au fil du temps. Et donc, en 2008, nous avons décidé d'ériger la fonction, l'évaluation au rang de fonction au lieu d'activité. C'est ce que je disais tantôt. Cette question peut être abordée sous deux angles, angle activité et angle fonction. Nous avons compris au Bénin en 2008 que l'évaluation doit être érigée au sein de l'administration du Bénin comme une fonction. Et comme fonction, on a besoin d'un document qui
explique clairement qu'est-ce que c'est que la fonction, quel est le rôle, la mission de cette fonction, quels sont les éléments qui doivent composer la fonction, qui doit animer la fonction et quelles sont les règles qu'on doit appliquer à cette fonction pour en faire une fonction à part entière au sein de l'administration béninoise. Et donc, à partir de 2012, il a été élaboré ce que nous avons appelé ici la politique nationale de l'évaluation. Et cette politique nationale de l'évaluation, plus tard, nous verrons à quoi ça sert et de quoi elle est composée. Et donc, en 2017, une autre date importante, nous nous sommes donné, le pays s'est doté d'un guide méthodologique national pour conduire les évaluations et conduire les recherches, les missions de recherche en termes de protocoles de recherche qui soient en phase avec les besoins de la nation sur les questions de données probantes pour aider le gouvernement à prendre des décisions avec une rationalité et une allocation de ressources plus optimisée. Et en 2004, dernière date importante que je dois, sur laquelle j'attire l'attention, c'est une fois qu'on a fait tout ce processus, eh bien, en 2004, nous avons décidé de prendre une loi pour fixer tout ceci, ou comme graver tout ceci comme du marbre, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, dépendant des gouvernements qui arrivent aux affaires au fil du temps. Donc, une loi a été votée pour non seulement encadrer ce processus d'institutionnalisation et de production de données probantes jusqu'à leur utilisation au sein des différentes administrations, mais également comment est-ce que l'évaluation est financée, la recherche est financée, et tout ceci pour venir comme pour légitimer cette marche vers la recherche d'informations probantes pour aider à prendre les décisions. Eh bien, donc, à partir de cette date, telle que je vous le présente, à partir de cette date, qu'est-ce qui s'est fait? Ce qui s'est fait en 2007, une fois que nous avons fait le diagnostic d'entrée, eh bien, nous avons pu avoir une cartographie des capacités nationales en matière d'évaluation et de recherche scientifique. Qui peut faire la recherche? Avec quoi il fait la recherche? Est-ce que nous avons un cadre administratif approprié pour supporter, pour accompagner l'évaluation et la recherche? Est-ce que nous avons de la compétence en termes d'hommes pour entreprendre des recherches de bonne qualité, etc., etc. C'est cette étude diagnostique qui a fait cet état des lieux et émergé, n'est-ce pas, une photographie du pays par rapport à ses capacités en matière d'évaluation et de recherche. Alors, donc, une fois que ces résultats sont connus, il a été défini une stratégie. Donc, parce que l'état des lieux a émergé, la capacité du pays sur ces aspects, et donc a permis que le pays s'organise, définisse une stratégie pour avancer. Donc, à partir de ce rapport diagnostic, une stratégie a été bâtie à deux niveaux. Donc, une stratégie a été bâtie à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau stratégique que le pays s'est organisé pour prendre en charge les faiblesses découvertes par le rapport de cette étude diagnostique. Et donc, au niveau stratégique, le pays a décidé de se doter d'un cadre légal réglementaire et d'un cadre institutionnel. Alors, dans ce cadre, comme je le disais, il a été identifié qui sont les acteurs majeurs qui animent ou qui ont vocation à animer l'évaluation et la recherche scientifique au niveau du pays. Et donc, on les a identifiés tous, on a défini un cadre de travail, on a défini des rôles, on a défini des responsabilités pour que chacun s'en tienne. Alors, donc, ce cadre, au niveau stratégique, on a eu à faire ce travail. Et donc, ça ne suffit pas pour avancer. Encore faudrait-il définir
un instrument opérationnel. Donc, au niveau opérationnel, le gouvernement, le pays a décidé d'aller à la chasse aux instruments, aux outils de travail. Et donc, et définir aussi des curricula pour renforcer les capacités des différents acteurs qui ont été identifiés comme devant animer, n'est-ce pas, la vie de l'évaluation et de la recherche au niveau national. Et donc, après la définition de la stratégie, telle que je viens de le présenter, on est passé à l'identification d'un corps d'activité pour à conduire, à mener, pour nous assurer que, effectivement, la volonté qui a été affichée a de la substance sur le terrain et permet d'orienter les prises de décision. Donc, on a identifié qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment-là et des activités ont été identifiées. Et là, il y a que, premièrement, il faut définir des normes et des standards auxquels le pays souhaiterait que les évaluations se fassent, que la recherche aussi se fasse pour servir les intérêts et les besoins au niveau national. Et donc, ce travail a été fait. Donc, on a défini des normes, on a défini des standards de production d'informations pour qu'elles puissent être utilisées dans les cycles de décision. Et une fois qu'on a défini ça, on dit, bah, écoutez, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des hommes capables de rencontrer ces normes et ces standards dans leur travail quotidien. Donc, ceci amène à développer les capacités des acteurs au niveau national. Et donc, à ce moment, des programmes de renforcement de capacités ont été élaborés, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan universitaire pour former et mettre à la disposition de la nation des hommes et des femmes capables d'entreprendre des activités d'évaluation, des activités de recherche de bonne facture et qui rencontrent les normes et les standards sur le plan international. Et donc, une fois que ce corps d'activité a été identifié et mis à la disposition de la nation et pratiqué, eh bien, à partir de ce moment-là, des compétences sont rendues disponibles, des normes et des standards sont rendus disponibles, et donc, on peut aller à la pratique effective et être sûr d'obtenir des produits, des résultats qui rencontrent ces normes et ces standards et qui soient donc de bonne qualité pour nourrir les cycles de décision. Donc, on a commencé les pratiques évaluatives, les recherches dans ce cadre-là, et pour nous permettre de disposer d'informations probantes. Et donc, à ce niveau, comme je viens de le présenter, il y a la systématisation de l'évaluation et il y a des évaluations de recherche qui sont lancées tous azimuts et soutenues par nos différentes universités. Et donc, voilà la marche que le pays a suivie pour développer son système national d'évaluation. Et tel que vous venez de le voir, ce fut un système qui a été construit et bâti étape par étape, structuré en compartiments qui permettent d'emboîter les différents éléments pour aller à un résultat final qui est celui de la production de données probantes et celui de la promotion de l'utilisation de ces données probantes pour finalement arriver à ce que l'on appelle le développement de la culture de l'évaluation au niveau du pays avec le réflexe développé de ce que, à l'issue de chaque intervention publique, une évaluation soit faite pour apprendre de cette intervention, prendre des dispositions pour les interventions futures en utilisant les informations reçues de ces évaluations, de ces recherches et pour permettre d'avancer. Et donc, la construction d'un système robuste, c'est-à-dire un système qui est non seulement fonctionnel, mais produit des résultats et dont les résultats sont utilisés, eh bien, cette ambition, c'est un système qui est mature, qui est robuste, et cette robustesse doit traverser
toutes les étapes dont je viens de parler. Et ça, Ouais. c'est le modèle que le pays a développé. Et donc, pour ce qui est de la Merci. politique qui permettent d'huiler ce mécanisme, c'est la Mhm. politique nationale de l'évaluation qui intègre la vision telle que je l'ai énoncée, qui met en relief l'idéologie dont le pays a besoin en termes de définition de principes de valeur, les normes et standards dont j'ai parlé. Eh bien, dans cette politique, tout est décliné. Et là, le contexte est pris en charge et la politique doit parler de ce contexte-là. Et pour ce qui est du contexte, c'est l'administration publique qui doit accompagner le déroulement de la vision et des capacités techniques. La politique explique comment on y arrive et donc c'est important. Il y a la logistique qu'on a mis en place et il y a le relationnel qui est décrit dans cette politique-là et qui explique comment est-ce que les différents acteurs fonctionnent entre eux pour produire de l'information à l'usage de l'élaboration des politiques publiques au niveau du pays. Alors, tout ceci a été schématisé dans un cadre que nous avons appelé ici le cadre institutionnel de l'évaluation des politiques publiques au niveau du Bénin. Et vous avez des organes, vous avez des acteurs clés qui sont là, et vous avez deux principaux que vous voyez là, en bleu et en rouge. Le rouge, c'est l'organe qui anime, n'est-ce pas, et qui coordonne l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent regarder dans la même direction en ce qui concerne la production de données probantes au niveau du pays. Et l'organe que vous voyez en bleu est l'organe qui supervise le travail de coordination de l'organe en rouge. Donc, ce système a permis d'arriver à quelques résultats. Aujourd'hui, on peut dire que le Bénin dispose d'un système globalement bien conçu pour prendre en charge l'évaluation au niveau national et soutenir la production des données probantes. On peut dire aussi que le système parvient à produire périodiquement différents rapports d'évaluation qui entrent dans le cadre de l'appréciation du plan national de développement. On peut dire aussi que les rôles entre les structures, acteurs du cadre institutionnel sont bien répartis et que les mécanismes fonctionnent bien, qu'on ne se marche pas sur les pieds et que des évaluations sont en train d'être conduites, des recherches sont en train d'être menées par les universités et les centres de recherche au niveau du pays et que finalement, malgré tout ceci, le cadre institutionnel et les capacités sont renforcées progressivement au niveau national. Bien. Alors, si vous me demandez en une phrase qu'est-ce qu'on peut retenir de ce système, je vais dire tout simplement que le Bénin a montré qu'en Afrique, la fonction évaluative peut devenir réellement utile lorsqu'elle est institutionnalisée au sein de l'administration. Elle est appropriée localement et reliée aux besoins de décision et pensée comme une capacité publique durable plutôt qu'une expertise importée et ponctuelle. C'est ce que je disais d'entrée. Cette dichotomie, elle est importante. Évaluation activité versus évaluation fonction. Alors, ce que le Bénin apporte de particulièrement utile dans cette dynamique, c'est que premièrement, le Bénin a traité l'évaluation comme une fonction d'État, pas seulement comme une exigence des bailleurs. Donc, ceci dénote de l'appropriation que le pays s'est faite de la fonction évaluative et donc de son institutionnalisation. Deuxièmement, le Bénin a essayé de nationaliser l'évaluation. Nationaliser l'évaluation par l'implication directe des acteurs nationaux, l'implication des ressources nationales et le développement des capacités au niveau national. Le Bénin a montré que l'évaluation doit être utile à la décision, pas seulement méthodologiquement pure, parce qu'on n'a pas besoin rien que faire, rien que de la recherche. En fait, l'évaluation, en fait, vient de la recherche appliquée. On sait pourquoi on a fait l'évaluation et ce pourquoi on a fait l'évaluation, et donc elle doit servir à cela. Donc, le Bénin a montré que cela est possible et c'est ce qui se fait.
Donc, en quoi cela peut inspirer d'autres pays qui nous écoutent? Premièrement, nous pensons que ça peut inspirer en proposant un modèle sobre, progressif et faisable. Donc, il ne suffit pas de décréter, il faut le faire étape par étape et il y a des conditions fondamentales, prérequis qu'il faut avoir pour s'avancer sur ce chemin. Donc, le Bénin peut inspirer par son modèle à cela. Deuxièmement, en insistant sur la capacité interne de l'administration. Comme je l'ai indiqué, vous ne pouvez pas institutionnaliser, vous ne pouvez pas promouvoir l'évaluation, vous ne pouvez pas promouvoir la production des données probantes et même leur utilisation dans les cycles de décision, eh bien, si vous n'avez pas capacité, votre administration, qu'elle soit centrale ou locale, pour absorber les flux d'informations qui arrivent ou même pour produire ce flux d'informations. Parce que ça va dans les deux sens, ça va dans la demande et ça va dans l'offre. Il ne suffit pas de produire, encore qu'il faudrait qu'il y ait de l'autre côté des gens qui soient demandeurs de votre production pour l'utiliser. En reliant l'évaluation à la redevabilité démocratique. Ça, on peut le dire ainsi, le pays peut inspirer que la promotion de l'évaluation, son institutionnalisation, la construction d'un système et d'un écosystème pour supporter cette dynamique, ça, il faut dire qu'on en a besoin pour des besoins de redevabilité démocratique où les citoyens demandent de plus en plus de comptes à leurs dirigeants sur comment est-ce que ceci est fait et au regard des moyens qui sont mis à disposition. Alors, l'expérience du pays émerge quelques contraintes qui fondent aussi ses limites, parce qu'on ne peut pas dire que tout ceci s'est fait sans difficulté et sans limite. Les contraintes, c'est d'abord la définition et l'acceptation par tous des priorités nationales. Ça, c'est une limite, c'est une contrainte aussi. Puisqu'on parle de système, il faudrait que tous les acteurs du système aient la même compréhension, la même connaissance de ce qui veut être fait et partagent, n'est-ce pas, l'idée de façon à la porter tous ensemble pour aller vers la même direction. La deuxième contrainte, c'est la stabilisation au niveau national des ancrages institutionnels et sociaux de la fonction. Ça n'est pas aisé de créer une nouvelle fonction au sein des organisations, même de l'État, et trouver le bon ancrage pour que ceci soit accepté et partagé par tous les acteurs du système ou de l'écosystème. Troisième contrainte, c'est la nécessité, le nécessaire équilibre national, tout en restant universel dans son exigence de rigueur et de preuve. Pour ce qui est du Bénin, l'institutionnalisation de l'évaluation et donc la production qui en sort, non seulement doit être collée aux besoins nationaux, puisque c'est au niveau national que ces informations seront absorbées pour les développements futurs, les initiatives futures, les nouveaux cycles de décision, mais il faut en faire un équilibre avec les considérations universelles en termes de rigueur, en termes de normes et en termes de standards. Ce sont des contraintes auxquelles le système, le modèle béninois est confronté et qui amène à parler un peu des limites de ce modèle. Ces limites sont de trois ordres. Le premier, c'est que l'institutionnalisation ne garantit pas automatiquement l'utilisation, n'est-ce pas, des résultats d'évaluation. Encore qu'il faut travailler sérieusement pour qu'on passe de la production à l'utilisation. C'est ça qui peut asseoir la dimension transformationnelle de l'évaluation. Si vous produisez et que personne n'utilise votre production dans les cycles de décision, eh bien, vous resterez très loin des transformations souhaitées pour la société. Le deuxième élément de limite, c'est le risque de centralisation excessive. Le risque de centralisation. Allez-y avec ce deuxième. Oui, donc c'est le risque de centralisation excessive qui existe. Et donc, si vous ne décentralisez pas,
eh bien, l'appropriation va être limitée. Et donc, je termine par la décolonisation de l'évaluation qui ne doit pas servir d'excuse pour baisser les normes de standard. Eh bien, je vais terminer avec deux ou trois éléments de perspective et en question-réponse, je peux revenir là-dessus. Le premier élément de perspective pour la suite de ce que le gouvernement du Bénin fait en matière d'institutionnalisation de l'évaluation et de production d'informations scientifiques pour nourrir les cycles de décision, c'est qu'il faut consolider l'ancrage institutionnel et juridique de l'organisme qui anime l'ensemble du système pour qu'il soit fonctionnel et robuste. Et donc, il faut faire de l'évaluation un outil réellement utilisé dans les cycles de décision. Donc, je vais m'arrêter à ces deux éléments pour conclure mon intervention en disant que euh, les perspectives de renforcement de la fonction évaluative au Bénin reposent sur un passage décisif, c'est-à-dire aller d'une fonction évaluative institutionnalisée à une fonction évaluative pleinement pratique, opérationnelle et vivante, utile, crédible et appropriée. Le véritable enjeu n'est plus seulement de faire des évaluations, mais de construire un système dans lequel l'évaluation, premièrement, éclaire réellement les choix, deuxièmement, améliore la qualité des politiques, troisièmement, renforce la redevabilité démocratique et enfin, contribue à l'émergence d'une gouvernance plus efficace et plus légitime. Ainsi, on dira que le renforcement de la fonction évaluative au Bénin pourrait faire de ce pays non seulement un cadre d'institutionnalisation réussi, mais aussi un laboratoire africain de renouvellement de la pensée et de la pratique évaluative. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention par rapport à la présentation du modèle béninois d'institutionnalisation de l'évaluation pour produire des informations probantes. Merci beaucoup, Monsieur Gounou. Nous en avons et on en veut encore. Mais au regard de la contrainte de temps, je voudrais vous inviter à bien vouloir prendre un verre d'eau pendant que nous faisons le tour de la salle des questions écrites en indiquant à nos participants, chers participantes et participants, vous avez la possibilité aussi euh, d'une part, d'écrire dans le chat box vos questions, mais aussi de lever la main pour qu'on vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro pour prendre directement la parole. Cela étant dit, merci à Philippe Caboret qui indique, Monsieur Gounou, merci pour votre présentation et on aimerait savoir quel est, selon vous, le déclic qui a fait en sorte qu'en 2007, le gouvernement du Bénin ait décidé que l'évaluation ne serait plus traitée comme cela se fait de façon ordinaire ou classique du business as usual. Est-ce qu'il y a un événement marquant? La deuxième question que nous avons ici est posée par Mathieu, qui voudrait savoir quelle place occupe l'évaluation d'impact dans le système national, sachant qu'elle constitue un type d'évaluation parmi tant d'autres. Et pour finir, dans la série des questions écrites, il y a Loulou Baka qui demande ou qui indique qu'on est carrément en face d'un modèle ou d'une économie de l'évaluation et de la production de données probantes et de leur utilisation qui a été initiée par l'État béninois. C'est plutôt très enrichissant. Toutefois, que fait l'État des données de recherche produites qui sont déjà dans la recherche fondamentale, l'existant donc, ce qui est financé parfois à coût de primes de recherche attribuées aux universitaires, des bourses d'études aux étudiants qui sont en année de production de thèses de recherche. Qu'est-ce que l'État béninois fait de toutes ces données-là? Et nous en recevons encore quelques-unes. Vous insistez sur le passage à une fonction évaluative plus opérationnelle et vivante. Mais concrètement, quels mécanismes permettent de garantir que les résultats des évaluations sont réellement utilisés dans la prise de décision publique et pas seulement produits? C'est une question qui nous vient de Goram Bay. Et M. Emmanuel Yavoidi demande qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au Bénin pour la perspective numéro 2. Nous avons Vincent Vicenzo Pono qui indique
qu'il est Junior Mill Officer à Ecolise en Belgique et il a une question à propos de la décolonisation de l'évaluation. Selon vous, quels aspects de l'évaluation sont affectés par la décolonisation et comment est-ce que ces aspects sont intégrés dans l'institutionnalisation de l'évaluation au Bénin? Et les deux dernières que je m'en vais lire, qui vont clore la série, c'est celle de Zakaliat, qui demande quel est le système de renforcement des capacités des acteurs étatiques pour une culture de l'évaluation, j'imagine, de votre expérience. Et enfin, M. Kossi Teko demande où peut-on avoir le guide national d'évaluation du Bénin. La moisson est donc suffisamment grande, riche, mais nous avons aussi la contrainte de temps. Donc, on va prendre 5 minutes en vous demandant, M. Gounou, de, d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions. Nous savons également que nous allons reverser les questions au Airfix. Votre contact sera partagé et vous pourriez continuer par interagir avec les participants. Nous allons donc prendre les 5 prochaines minutes pour vos réponses. Merci à vous. Merci beaucoup pour toutes ces questions. C'est une fois encore assez rassurant hein, que la question de l'évaluation de plus en plus devient une question centrale pour les processus de développement qui sont en train d'être mis en place dans nos différents États. Et donc, ces questions illustrent bien cette perspective et cette dimension des choses. Alors, pour la première, le déclic, effectivement, comme je l'ai annoncé en préambule de cette intervention, on a besoin d'un certain nombre d'éléments fondateurs pour aller vers l'institutionnalisation, dont le premier, c'est le leadership et la volonté et la vision que vos dirigeants peuvent avoir pour ça. Et donc, effectivement, en 2007, il s'est passé quelque chose, bon, a priori anodin. Un nouveau régime s'est installé au niveau, pour ce qui est du Bénin, et dans sa prise de fonction, dans sa prise en main des affaires, et a constaté une anomalie, une petite anomalie dans un secteur donné. Alors, il y a un programme qui est dans le portefeuille d'un ministère, et ce programme est censé durer 4 ans, et à la prise des services de ce nouveau régime, de ce nouveau gouvernement, il s'est aperçu que ce programme qui est censé être clôturé 4 ans après 4 ans de mise en œuvre est dans le portefeuille 14 ans après. Bon, et donc, ça a suscité une curiosité. Et donc, en regardant, on s'est rendu compte que, attention, c'est même un programme qui n'a jamais été mis en œuvre véritablement. Mais les ressources allouées sont dépensées. Et donc, le gouvernement a décidé bon, d'étendre hein, ce regard sur l'ensemble des activités. Et ce faisant, on s'est rendu compte que ce n'était que le bout de l'iceberg. Et donc, ça ne peut pas devenir une activité ponctuelle. Donc, c'est ça qui a amené le gouvernement à dire, OK, je fais de ceci quelque chose de permanent, de fonctionnel au sein de l'administration pour que systématiquement, on me regarde ça que de faire ça de façon ponctuelle. Donc, ça, c'est le déclic, ça, qui a amené le gouvernement du Bénin. Alors, la place des évaluations d'impact chez nous, c'est important. J'ai mon modérateur qui est un représentant de 3 yeux auprès du gouvernement du Bénin et la recherche, les évaluations d'impact sont une source importante pour le gouvernement du Bénin pour lorsque il veut faire des interventions à grande échelle. Eh bien, nous avons des instruments, il n'est pas là pour ça, mais nous avons les instruments que nous utilisons pour aider le gouvernement du Bénin à valoriser les évaluations d'impact et donc produire les informations nécessaires à la prise de décision. Il y a un dernier exemple que nous avons. Je parle à Mathieu. Le gouvernement a initié les cantines scolaires à petite échelle et au moment de passer à la phase de mise à échelle, eh bien, les données d'évaluation d'impact ont été sollicitées et je profite aussi pour dire sur la même occasion que les données scientifiques existantes sont aussi utilisées dans ce cadre-là
puisque dans cet exercice dont je suis en train de parler, non seulement le partenaire Trois Yeux a émergé des informations par rapport aux évaluations d'impact, mais a utilisé aussi des données existantes de recherche en cette matière. Donc, nous priorisons, hein, n'est-ce pas cela? Alors, comment est-ce que mécanisme d'utilisation de la production d'informations, que ce soit des informations de recherche ou des informations d'évaluation. Aujourd'hui au Bénin, nous avons au niveau du ministère du Développement, une structure qu'on appelle la Direction générale du développement, qui est en fait la Direction générale de la planification au niveau du pays. Eh bien, il n'y a pas de nouvelles planifications, il n'y a pas de nouveaux projets, il n'y a pas de nouvelles politiques. Tout court, il n'y a pas de nouvelles initiatives lorsque vous n'avez pas apporté la preuve que vous avez évalué l'initiative précédente et que vous avez les informations sur la façon dont cette initiative a été déroulée et que vous tenez compte de vos expériences de cette première initiative pour élaborer la nouvelle initiative. Et donc, ça, il y a des vétos qui sont mis sur toute la ligne. Donc, il n'y a pas de nouvelle politique, il n'y a pas de nouveaux projets, il n'y a pas de il n'y a pas de nouveaux programmes si l'initiateur n'apporte la preuve que les anciens projets, les anciennes politiques et les anciens programmes ont été évalués. Et voilà comment est-ce que les résultats de ces évaluations sont intégrés dans la nouvelle politique, le nouveau programme ou le nouveau projet qui est en train d'être proposé. Alors, dernière question, c'est par rapport au renforcement, comment ça se fait? Le renforcement que nous le faisons de deux ordres, hein. Il y a des renforcements académiques avec des modules, des curricula qui ont été développés dans le cadre de cette institutionnalisation, dans le cadre de ce système. Il y a des curricula qui sont développés auprès de nos instituts de formation, l'université et des centres. Ainsi, nous avons une maîtrise, je dis une maîtrise, nous avons un master en évaluation qui est tenu par l'École nationale d'administration. Nous avons des certificats professionnels qui sont tenus par des centres de formation. Et nous avons en deuxième rangée, nous avons ce que nous appelons des renforcements de capacités de façon administrative. Donc, nous organisons des séminaires, nous organisons des ateliers au profit du personnel des administrations, qu'elles soient des administrations centrales ou des administrations locales. Et il y a un focus qui est fait pour des décideurs. Donc, il y a des cours qui sont empruntés de l'université du Cape Town en Afrique du Sud dans son département gouvernance publique. Donc, il y a des modules appropriés que nous adressons aux décideurs, c'est-à-dire les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux de ministères et les maires, et de l'autre, les parlementaires et l'administration parlementaire pour que ceux-ci rentrent dans le système, l'écosystème qui accompagne la promotion de l'utilisation des données probantes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gounou, très enrichissant. En dépit de mes années, j'allais dire, à vos côtés et dans le même écosystème, votre intervention m'a bien éclairé sur un certain nombre de choses. Et il est clair qu'aujourd'hui, vous nous avez parlé un peu des jalons fondamentaux pour institutionnaliser l'évaluation d'une part, mais également promouvoir son utilisation. Vous avez abordé la question de la demande et de l'offre en données probantes, les types de données que le gouvernement utilise dans le cas spécifique du Bénin. Vous avez glissé sur le processus d'institutionnalisation comme plutôt une marche continue et non une destination avec ce que nous avons vu du Bénin. Et enfin, vous avez donné une illustration du cadre institutionnel de l'évaluation des politiques publiques au Bénin, ainsi que des résultats qui ont émergé de tout le travail qui a été fait depuis 2007. 20 ans de marche, c'est pas petit, mais à vous entendre, il reste encore du chemin. Et pour les pays, les organisations, les institutions qui n'en sont pas encore là, vous proposez de s'appuyer sur ce modèle que vous êtes en train de stabiliser. Toutes nos félicitations.
Au nom du Airfix, je voudrais vous remercier pour vous être prêté à cet exercice et remercier les participants et participantes pour leurs questions, leur attention, pour être restés aussi nombreux en ligne jusqu'à présent. Monsieur Gounou, je vous laisse la parole pour votre mot de clôture. Merci. Merci beaucoup. Je suis heureux d'avoir partagé l'expérience du Bénin sur ce sujet. C'est un sujet que nous n'épuiserons jamais puisque c'est un sujet dynamique. C'est pour ça que nous parlons d'institutionnalisation. En 20 ans, nous n'avons pas achevé le processus puisqu'il reste encore des défis à relever. Et donc, au nombre de ces défis, c'est l'aspect décolonisation dont notre collègue de Belgique a parlé. Et donc, ça, c'est un chantier effectivement pas nouveau, mais un chantier d'extension par rapport à l'institutionnalisation. Parce que là, en matière de décolonisation, de plus en plus, il faudrait que nous travaillions à ce que les choix soient des choix nationaux en matière de recherche ou d'évaluation, contrairement à hier où c'est le bailleur qui investit les moyens et investir les domaines qui l'intéressent lui. Et donc, de plus en plus, la décolonisation suppose que les choix soient nationaux et que les recherches soient des recherches qui nourrissent, n'est-ce pas, nos propres décisions. Deuxièmement, c'est par rapport, puisqu'il a parlé des aspects, c'est par rapport au financement. De plus en plus, nous allons nous occuper du financement de la recherche et des évaluations. Et nous développons des outils qui soient des outils propres, africains, nationaux, etc., pour conduire à la fois nos recherches et nos évaluations. J'en parlais tantôt sur le nécessaire équilibre. Ce n'est pas parce qu'on le fait sur le plan national africain que ça va être en déphasage avec l'universalité en termes de rigueur, en termes de standards et en termes, n'est-ce pas, de qualité. Il y a les acteurs aussi. Quand nous avons commencé ce processus, je ne l'ai pas dit, en 2007, la quasi-totalité de nos évaluations était portée par l'expertise extérieure au Bénin. Et donc, avec le processus que nous avons fait, le parcours que nous avons fait, je peux vous assurer que près de 90 à 95% des experts utilisés au niveau national pour entreprendre ce type d'activité restent aujourd'hui nationales. Et donc, je dis, c'est important, une fois encore, et je vais conclure par là, l'institutionnalisation de notre expérience est la clé de voûte pour aller au développement de la pratique évaluative, donc de la promotion de la culture et, in fine, de la rationalisation, n'est-ce pas, des ressources, le peu de ressources dont disposent nos États, et donc dans un cadre d'optimisation qu'on dirait sous contrainte. Et c'est l'évaluation qui peut permettre d'avoir la tête froide et être serein dans ces différents choix. Donc, je voudrais vous remercier pour m'avoir fait l'honneur de partager cette expérience du Bénin en cette matière. Donc, je reste disponible, comme tu le dis, pour la suite des questions qu'on peut me rapporter. Je me ferai le plaisir de répondre à Airfix pour ses auditeurs. Merci beaucoup, Monsieur Gonou. C'est un réel plaisir de noter votre disponibilité de toujours, votre disponibilité à continuer par interagir avec les participantes et participants à travers Airfix. Chers participants et participantes, vos questions sont bien notées. Tout ceci sera synthétisé, partagé avec vous. Soyez à l'écoute. N'hésitez pas à écrire au Airfix. Rendez-vous est pris pour le prochain webinaire. À tous ceux qui ont travaillé à l'arrière-plan, je voudrais vous exprimer la gratitude de M. Gounou et ma propre gratitude et que le rendez-vous soit pris pour la prochaine fois. Merci et bonne suite de journée, quel que soit l'endroit du monde où vous vous situez. À bientôt.